François Ruffin, bonjour. Bonjour. Alors avant de parler de tous les grands sujets d'actualité, la privatisation d'Aéroports de Paris, la réforme de l'assurance chômage, les urgences, juste une question sur la légalisation du cannabis, puisque aujourd'hui 70 personnalités demandent, appellent à légaliser le cannabis. Parmi ces personnalités, il y a Yannick Jadot, il y a Raphaël Glucksmann, il y a des députés de La République En Marche, il y a enfin cette... Vous êtes favorable à cette légalisation ? Je crois qu'en tout cas, on ne peut pas avoir une pratique qui est devenue une pratique sociale, qui concerne des millions de Français, avec des millions de Français qui sont susceptibles d'être emprisonnés. Puisqu'il y a encore des peines de prison sur la consommation. Ça, c'est la dépénalisation. Mais est-ce que vous êtes favorable à la légalisation ? Moi, je vois, oui, plutôt, oui. Enfin, oui, plutôt, oui. Oui, oui, carrément, oui. Ouais, vous pourriez signer cet appel. Je n'en suis pas usagé. Je pense que c'est une question de santé. Vous santé. n'avez jamais fumé ? Ça m'est arrivé il y a 20 ans et ça m'a pas réussi parce que ça m'a produit un espèce de cauchemar où je me suis vu en train d'aller porter des fleurs au maire d'Amiens et présenter mes excuses au premier adjoint. Donc c'était une très mauvaise expérience et depuis j'ai pas renouvelé. Mais je pense que c'est une question de santé publique. C'est pas une question de répression. Moi, j'ai pas envie que demain mes enfants ils consomment du tabac, de l'alcool ou du cannabis. Maintenant, est-ce que c'est en posant des peines de prison face à ça qu'on y parlera ? La légalisation pour lutter contre le trafic, c'est une bonne solution. Maintenant, une immense hypocrisie en matière de trafic. Pour moi, une immense hypocrisie. C'est que on se tourne vers les petits revendeurs ou les usagers pour les poursuivre avec des policiers qui perdent des millions d'heures à ça. Mais derrière, même si la loi est en train d'être changée. Mais on laisse rentrer sur le territoire français et sur le continent des centaines, des milliers de kilos de cannabis et d'autres substances sans contrôle. Oui. Les douaniers font leur boulot. Non, les douaniers ne font pas leur travail. Les douaniers ne font pas leur travail parce qu'on ne leur permet pas de faire leur travail. Dans le port du Havre, Monsieur Bourdin, un conteneur sur 5000 est ouvert. Un conteneur sur 5000. Vous voyez bien, c'est l'ouverture générale. Et encore, le Havre, ils font plus que Anvers, ou plus que l'Espagne. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on a une concurrence entre les ports français pour contrôler le moins possible, parce que les bateaux viennent là où c'est le moins contrôlé possible. Donc en fait, on laisse faire le libre-échange qui est aussi le libre-échange des narcotiques et ainsi de suite. Et derrière, une fois qu'on a laissé rentrer tout ça sur le continent, on dit il faudrait quand même poursuivre. Et on y va sur le gars qui a sa boulette de shit ou qui a ses 3 grammes, quoi. Oui, donc le trafic est peut-être la légalisation est peut-être une opportunité pour lutter contre le trafic. Bon, vous dites oui. Bon, François Ruffin, le référendum sur Aéroports de Paris. Vous vous battez pour que chacun puisse signer ou que chacun signe. Il faut 4 700 000 signatures, vous le savez, pour qu'il y ait un débat au Parlement. Je crois que chacun peut signer jusqu'au mois de mars 2020, le 12 mars 2020. François Ruffin, Gérard Larcher sur RTL ce matin a dit « Ce référendum possible, c'est un détournement de la démocratie représentative ». Que lui répondez-vous ? Je pense que la démocratie... Gérard Larcher, président du Sénat. La démocratie, elle se passe pas seulement dans ce Sénat et dans cette Assemblée. J'y suis dans l'Assemblée. On a une majorité pléthorique et automatique. C'est pas ça la démocratie. Ça doit s'animer autrement. Et je crois que les seuls lieux de démocratie peuvent pas être ces machins endormis. Et même le président du MEDEF, je l'ai entendu hier, il dit voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une grande frustration démocratique dans ce pays et je pense que ce référendum d'initiative partagée en est la traduction et est une opportunité. Grosso modo. Et d'ailleurs, au passage, je suis prêt à avoir un débat sur la démocratie avec le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Beaulieu, et je pense que compte tenu de nos divergences, ça sera un moment de démocratie aussi. Mais donc voilà, il y a une grande frustration démocratique. Et c'est pas Gérard Larcher ou mes collègues de l'Assemblée nationale qui comblent ce déficit démocratique. Ça l'est pas du tout. Vous savez, il y a eu un choix depuis 40 ans d'instaurer l'apathie politique. Eh bien, il faut sortir de l'apathie politique, il faut aider les gens à en sortir, Vous savez, le slogan de ma campagne, c'était « Mon adversaire, c'est la finance, mais c'est surtout l'indifférence ». Eh bien là, on a un outil pour aider les gens à se sortir de l'indifférence. Mais 4 700 000 signatures, c'est hyper compliqué, évidemment, de les avoir. Donc, il faut mener campagne tous azimuts. Alors, mener campagne tous azimuts, il y a des réunions publiques, de mobilisation, des affiches, des tracts, etc., etc. Tous les partis politiques, enfin, beaucoup d'élus de bords bien différents. Mais pourquoi pas le Rassemblement national ? Je ne comprends pas. Marine Le Pen a protesté hier soir en disant « À chaque fois qu'il y a une réunion de responsables politiques, nous ne sommes pas conviés. Faut-il convier ? Faut-il inviter Marine Le Pen à participer à cette campagne contre la privatisation ?» Qu'elle y participe ? Non, mais d'accord. Mais moi, je veux dire, qu'elle y participe. Moi, je suis pas responsable des invitations. Vous êtes prêt à travailler avec le Rassemblement national ? Non.
Non. Même sur ce sujet? Non, je suis prêt. Vous avez oui. le même avis? Non, je ne travaillerai pas avec le Rassemblement national. J'irai chercher les électeurs du Rassemblement national un par un et je discute au bistrot avec des gens qui ont voté Marine Le Pen et qui voteront peut-être encore Marine Le Pen. Mais non, je ne ferai pas ça de manière commune avec Marine Le Pen. Mais c'est pas le problème. Mais pourquoi? Moi, je le ferai. Pourquoi est-ce que vous n'invitez? Pourquoi? Je vous pose simplement la question. Ce n'est pas un parti démocratique? Pourquoi? Parce que, d'abord, moi, je mène pas campagne avec la droite non plus. Hein, je souhaite que la droite mène. Non, mais je vous dis, moi, je mène pas. Vous campagne. non, j'ai entendu Coquerel, j'ai entendu plein d'autres qui se réjouissent de toute façon, de voir des députés républicains. C'est pas comme ça qu'on gagnera la bataille. C'est pas en mettant côte à côte les partis. Qu'on le fasse, c'est bien. Ok, pourquoi pas. Mais c'est pas comme ça qu'on mènera la bataille. On mènera la bataille si les associations de ce pays, si les syndicats, si les gens ils se sentent concernés. Et pas si juste on a une poignée de dirigeants politiques qui aujourd'hui comptent plus. C'est pas les grandes figures morales de ce pays, ce sont pas les dirigeants politiques. Donc on doit faire notre travail, mais ça suffit pas. Et moi c'est ça la question, c'est comment on fait pour qu'au repas du dimanche, on parle du référendum. Comment on fait pour qu'à la sortie des écoles, on parle du référendum. Et c'est pas seulement les réunions entre dirigeants et parlementaires qui vont permettre d'arriver à ça. Il faut que ça devienne une obsession et que les gens se disent bon, on a un outil là dont on peut se saisir, c'est le référendum, parce que tout sera fait en face. Tout est fait par le gouvernement pour instaurer le silence. Normalement, comme c'est un nouvel outil démocratique, il devrait y avoir une information auprès des citoyens. Il devrait y avoir, par exemple, un tract distribué par par le gouvernement dans toutes les boîtes aux lettres. Il devrait y avoir des affiches devant les écoles pour dire voilà, il y a un référendum d'initiative partagée. Ils ne feront pas ce travail. Ils ont dépensé 12 millions d'euros pour le grand débat. Ils dépensera pas. Le grand débat, c'est peut-être plus important que la privatisation d'aéroports de Paris. Je suis pas d'accord parce que le grand débat, si on remet le clé au président de la République et il en fait ce qu'il veut, d'accord? Tandis que là, c'est dire non. Moi, je me bagarre, je prends presque pas l'avion. Je sais que vous avez des... On va parler de l'avion. Je prends presque pas l'avion, j'habite pas Paris. Donc je ne suis pas directement concerné. Mais c'est pas le problème. C'est pas seulement le problème financier des millions qui seront perdus par l'État. À peu près 160 millions d'euros qui seront perdus chaque année par l'État. Un nouveau cadeau comme les autoroutes qui se dessinent pour Vinci. C'est pas seulement ça qui est en question. C'est quelle société on veut. Moi, je veux dire stop au marché, stop à la concurrence, stop à la croissance, stop à la mondialisation, au nom duquel on nous vend le fait de privatiser Aéroport de Paris. Et c'est un outil démocratique. Je pense que la question centrale aujourd'hui est la question de la démocratie. C'est la reprise en main de notre destin commun. Et on nous propose de commencer par Aéroport de Paris. Commençons par Aéroport de Paris. Mais évidemment, demain, il faudra qu'on puisse, les citoyens, et que Gérard Larcher en soit content ou pas, mais puisse se saisir de la question de comment on gère nos urgences, comment on gère nos hôpitaux, comment on gère nos tribunaux, comment on gère nos écoles, et que ça soit pas seulement une délégation tous les 5 ans. J'ai vu marqué sur un gilet jaune, faire l'amour tous les 5 ans, ça n'est pas une vie sexuelle. Et derrière, en dessous, était écrit voter tous les 5 ans, ce n'est pas une vie démocratique. Et ben voilà. Pas voter tous les 5 ans. Vous allez voter au municipal bientôt. Vous allez voter. Il n'y a qu'une élection qui compte. Quoi. Oui, malheureusement, on est dans ce système-là. Non, l'élection présidentielle. Les mairies, on s'en moque. Non, on s'en moque pas. L'Europe, on s'en moque. Les élections locales, on s'en moque. Les grandes directions sur quelle éducation on a, quelle santé on a, quels aéroports on a, quel transport on a, quelle écologie on a. Malheureusement, ça repose aujourd'hui sur les choix d'un seul homme. De manière centrale. C'est pour moi pas ça la vie démocratique. Donc c'est à revoir. Mais n'empêche qu'on est là-dedans. Et derrière, il y a des et vous votes. Y participez. Oui, mais moi j'y participe avec mon travail à la fois d'opposition, de dire que ce n'est pas à l'Assemblée que se fait la loi. Quand j'entends parler de démocratie représentative, regardez la tête des députés. Vous croyez qu'ils sont à l'image de la société française aujourd'hui? On n'est pas représentatif. Il faut le dire. Et donc comment on fait pour qu'il y ait une parité sociale de la même manière qu'on veut aller vers la parité de genre? Alors, je parlais du Rassemblement national, je vais vous parler de Jean-Luc Mélenchon, mais je voudrais vous parler des électeurs de la France Insoumise. Dernière enquête, 58% des sympathisants de la France Insoumise considèrent que le Rassemblement national est un parti comme les autres. Vous aussi? Non. Non. Pour vous, c'est pas un parti comme les autres? Non, c'est pas un parti comme les autres. C'est pas un parti comme les autres. Il y a dans les fondements du Rassemblement national une lecture qui, moi je suis pour une lecture de classe de la société. On peut me reprocher le côté manichéen. Traité de libre-échange, le Rassemblement national est contre. Référendum, le Rassemblement national est pour. Opposition, privatisation, le Front national est sur le même terrain que vous, le Rassemblement national. Je sais tout ce qui dans les outils peuvent nous rassembler dans les moyens. Il y en a beaucoup. Mais ça ne définit pas les fins. Et ce qui domine pour moi dans la société, c'est une lecture de classe. Ce sont les petits contre les gros. Voilà.
Et ce qui domine dans la lecture de la société française par le Front National, de manière évidente, criante ou de manière souterraine, c'est une lecture mais de les race. électeurs du Rassemblement National, ce sont des petits, pardon, comme vous dites. Mais je sais bien. Ce sont des petits qui ressemblent et qui bien souvent viennent parfois de chez vous. Mais oui, mais je sais bien. D'ailleurs, comment faire pour lutter contre ça? Comment j'ai été élu, mais monsieur Bourdin? Comment faire? Mais je peux vous dire ce que j'ai fait devant l'entreprise Whirlpool, mais ça veut dire dans tout mon coin, en allant répéter aux gens, est-ce qu'aujourd'hui votre adversaire, ce sont les réfugiés et les immigrés? Ou bien, est-ce que c'est votre PDG qui décide de vous délocaliser? Est-ce que, voilà, qui est l'adversaire aujourd'hui? Est-ce que c'est un adversaire avec les étrangers? Ou est-ce que c'est qui est votre adversaire aujourd'hui? Emmanuel Macron ou Marine Le Pen? Les deux. Les deux. Vous êtes dans le ni-ni. Oui, j'ai d'ailleurs fait une affiche qui est ni Le Pen ni Macron. D'accord. Vous êtes dans le ni-ni. Oui. C'est-à-dire que si vous mettez face à face Marine Le Pen et Emmanuel Macron, vous ne choisissez pas. J'espère que la situation ne se représentera pas. Oui, vous avez choisi. Vous avez choisi. Oui, on ne va pas revenir sur ces épisodes. Non, mais je vous pose la question. Est-ce que vous avez choisi? C'est-à-dire? Est-ce que vous avez voté? Oui, j'ai voté, vous le savez bien, on va pas y revenir. Non, mais d'accord. Non, mais je veux. Voilà, que les choses soient très claires. Bien, le Jean-Luc Mélenchon. Ah, ben voilà, on parle de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, c'est vraiment. Vous savez, moi, je crois foncièrement. Quoi? Que. Qu'est-ce que vous croyez, quoi? Que les Français s'en foutent de ça. Ah bon? Oui, je pense que. Moi, je m'en fiche, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qui vous intéresse pas? Le jeu des partis. Mais il ne s'agit pas de jeu des partis. Il ne s'agit pas de jeu des partis. Ils sont incarnés, les partis. Il n'y a pas un parti qui est plus incarné que la France Insoumise. Alors, je vais vous dire. Avec Jean-Luc Mélenchon. Quand j'entends vos questions, monsieur Bourdin, mais quand j'entends. Oui. J'ai l'impression d'être revenu à Saint-Simon, qui, quand il décrivait. Vous rigolez. Quand il décrivait. Le siècle de Louis XIV ne parlait que de la société de cour des courtisans. Et là, on a les grands. De cour, elle est dans votre parti comme dans tous les partis. Là, on a les grands qui cachent les gens. Moi, ce qui m'intéresse. Mais dites-le que vous en avez assez de la société de cour dans votre parti. Dites-le. Moi, ce que j'en ai marre, c'est de devoir parler de Mélenchon, de Le Pen, de Macron, de ceci. Ayez la franchise de le dire. Vous en avez assez. Hier, j'étais avec mon copain David, qui était directeur d'un Lidl. Qui a craqué parce qu'on lui a mis la pression, on l'a fait dégager parce que c'est une stratégie managériale de Lidl d'évacuer tous ceux qui prennent de l'ancienneté en leur mettant la pression maximale. Et il était au tribunal parce qu'il a subi un burn-out. Voilà les gens dont j'ai envie de parler. Vous savez. Vous savez que ce sont eux qui m'intéressent. Moi aussi, mais pardon, vous faites de la politique, vous faites partie d'un parti politique. Pardon, François Ruffin. C'est parce que je fais de la politique. C'est parce que je fais de la politique que je veux parler des aéroports. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est parce que je fais de la politique que je veux parler des aéroports. Qu'aujourd'hui je veux parler des vaches. Que je veux parler des urgences. Bon, alors répondez à ma question et je passe à autre chose. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon doit s'effacer? Non, moi je veux dire, il a une place importante dans la vie politique française. Est-ce qu'il n'étouffe pas la vie démocratique dans votre parti? En tout cas, moi, il m'étouffe pas. Moi, je vous réponds, moi, il m'étouffe pas. Et j'espère qu'il est marginal. Et j'espère qu'il ne va pas me piquer ma place. C'est-à-dire? J'espère qu'il va pas me piquer ma place. Moi, c'est bien. Moi, je fais ce que je veux. Je veux faire un film, je fais un film. Je veux faire un livre, je fais un livre. Je veux lancer ma campagne sur le référendum. Mais vous regrettez cette liberté. Vous regrettez cette manif française. Est-ce que vous regrettez cette manif française de grands leaders qui effacent tout le reste? Oui, je le dis, mais je pense que c'est une conséquence de la Ve République qui fait qu'il faut déjà penser à 2022, mais à peine l'élection d'avant était arrivée qu'il fallait déjà penser à une 2022. Et quelle est la grande figure? Vous savez, moi, j'aime la Révolution française. Entre autres, pourquoi? Parce que dans l'Assemblée, à ce moment-là, c'était pas une figure qu'il y avait, c'était des dizaines de figures. C'est toute une génération qui est montée et qui s'est levée. Et moi, je crois qu'il y a de la place, il doit y avoir de la place dans ce pays pour qu'il y ait 30, 40, 50 têtes qui émergent, qui portent des voix différentes, dans des styles différents, avec des choses à dire qui soient bien différentes. Alors, vous avez déposé 2 propositions de loi, l'une co-signée, l'une pour interdire les vols domestiques en France, donc les avions. Pas tous. Pas tous, non. Ceux qui ne peuvent pas être substitués. C'est le train, 2h30 d'écart. Voilà. Le train, l'avion, il faut préférer le train. On le sait, évidemment, pour la planète, c'est bien mieux. C'est 50 fois un Paris-Marseille. C'est 50 fois moins de supprimeriez Paris-Marseille, Paris-Montpellier, Paris-Nantes, Paris-Lyon, Paris-Strasbourg, Paris, enfin bon. Par exemple, Paris-Toulouse est maintenu. Il y a plein de lignes Paris-Toulouse, Paris-Nice qui sont maintenues. Mais Paris-Bordeaux supprimé. Oui, voilà. Je pense qu'à un moment, il faut savoir ce qu'on veut.
Si on dit que c'est 50 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre sur un Paris-Marseille en avion qu'en train, bah oui, il faut préférer le train. Et si ça se fait pas de choix, bah faut aider à préférer le train. Donc suppression de ces vols. Oui, mais je pense que c'est un choix environnemental, c'est un choix voilà. Et, vous savez, vous fumez pas dans ce studio, c'est parce que aussi on a instauré une loi pour pas fumer dans ce studio. Un capital décès pour les enfants. Autre proposition de loi. Celle-là m'intéresse beaucoup. Que la misère ne s'ajoute pas à la douleur. Expliquez-moi. J'ai croisé Sonia sur le rond-point du Canet des Morts dans ma tournée Gilets jaunes, entre une tour Eiffel en palette et puis une pyramide du Louvre en palette qui était en construction. Et elle me parle de son fils qui a 7 ans, je crois, et qui souffrait d'un cancer. Et elle, non seulement il y a ça, mais s'y ajoute le fait qu'elle a dû arrêter son travail parce que accompagner son enfant à l'hôpital, c'est une vie qui tourne autour de l'enfant quand ça dure comme ça. Et ensuite, elle dit, voilà, tous les mois, je mets de côté pour payer les obsèques de mon fils. Parce qu'il y a des familles où c'est déjà arrivé que les huissiers, ils viennent chez les parents qui viennent d'enterrer leur enfant pour récupérer l'argent des pompes funèbres. Donc c'est vraiment tragique. Donc qu'est-ce que je propose? Et je suis pas le seul, il y a des membres de tous les députés, de tous les groupes, sauf En Marche. Oui. Bon, mais ce que je propose, c'est qu'il y ait, de la même manière que quand un salarié décède... Vous avez co-signé avec Olivier Dassault. Hein. Oui, bah oui, mais c'est amusant, on peut se rassembler sur des bonnes idées, il n'y a pas de difficulté. D'accord. Donc là, il s'agit qu'il y ait 3 450 € qui soient donnés à la famille de tout enfant qui souffre de ça et qui décède de ça, de manière à ce que le problème des obsèques soit automatiquement réglé. Et il me semble que c'est le minimum. Quand c'est ce qui peut nous arriver de plus tragique, la perte d'un enfant. Et qu'à ce moment-là, on doit se démêler dans les papiers, remplir des trucs de 50 pages, ou faire appel à des dons, monter des cagnottes, appeler la Ligue contre le cancer pour devoir se dépatouiller de ça, je pense que c'est insupportable. Donc voilà, ce que nous proposons, et je suis pas le seul, j'en étais l'auteur, mais nous sommes une série de députés à proposer ça. La réforme de l'assurance chômage, vous la rejetez en bloc ? Où il y a des aspects qui vous plaisent, qui vous vont, que vous pourriez voter, je ne sais pas moi. Par exemple, le bonus-malus sur les contrats courts. La méthode, on se retrouve quand même avec un président de la République qui a fait tout un truc sur la vie démocratique, à renouveler tout ça, et qui impose une assurance chômage. Parce que les partenaires sociaux ne sont pas tombés d'accord. Mais aucun syndicat, même pas le patronat, ça passe pas par l'Assemblée. Donc voilà, à nouveau, la 5e République dans toute sa splendeur, ça tombe d'en haut et je vous mets ça. Je vais vous dire une satisfaction. Oui. C'est ce qu'il n'y a pas. C'est-à-dire que les assistantes maternelles, notamment, devaient être tapées par l'assurance chômage. Ce sont déjà des femmes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Oui, mais ça n'y est pas. Ça n'y est pas. Eh ben, j'en suis heureux. Et je suis heureux. Il y a 1000 emplois, création de 1000 emplois à Pôle emploi. Vous êtes satisfait aussi? Je suis surtout heureux de ça. Heureux que ça soit pas à l'intérieur, parce que ce sont des femmes qui vivent déjà très péniblement, souvent sous le seuil de pauvreté. C'est vrai. Et on imaginait de les taper encore. Donc, et ça veut dire aussi que la lutte paye, parce qu'elles se sont fondées en gilets roses à un moment. Elles se sont exprimées tout ça. Et donc, leur situation a été rendue visible. On l'a pas mise à l'intérieur. Maintenant, c'est encore la continuité de la guerre aux pauvres. Voilà. Donc ça ne me satisfait pas. Le bonus-malus, c'est un pied qui est mis dans la porte. Je pense que là, en l'état, c'est pas satisfaisant. Oui, mais je trouve que c'est bien quand une porte est ouverte. Parce que derrière, on pourra arriver et agrandir la porte. Donc je vais pas nier le fait que je trouve ça plutôt positif qu'il y ait un bonus-malus, même si dans l'ensemble, je le dis, c'est que la continuation de la guerre aux pauvres. Les urgences. Et vous savez, c'est toujours... Les urgences. Est-ce qu'il faut... bon, on sait les difficultés, on sait le manque de considération, on sait que l'on gagne pas assez lorsqu'on travaille aux urgences, mais est-ce qu'on ne doit pas aussi responsabiliser le patient? Alors, moi, je ne crois pas que ça soit un problème de paye. J'étais la semaine dernière. J'étais la semaine dernière aux urgences de Saint-Nazaire. D'abord, les services débordent, me décrit-on. C'est-à-dire, il y en a plein le couloir, et puis quand il y en a trop dans le couloir, on le met dans le hall d'accueil. On a même construit un algéco dehors pour mettre les patients dans l'algéco. Donc déjà, il y a une maltraitance de la patientèle. Et surtout, ça produit une psychologie chez les soignants qui arrivent le matin. Me dit une chef de service, non plus en se demandant comment ils vont, mes patients, mais qui je vais mettre dehors. Et ça crée une culpabilité aussi chez les soignants. Donc là, le problème central qu'il pointe, c'est que comme on a supprimé des lits à l'hôpital, les gens ne rentrent plus directement en neurologie ou pour leurs reins ou pour leurs yeux et ainsi de suite, mais pour se faire soigner, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent par le service des urgences et il y en a beaucoup plus qu'avant qui ensuite glissent vers les services. Mais donc évidemment, la suppression il faut en finir avec cette idée qu'on doit supprimer des lits dans les hôpitaux. Plus de médecine de ville, et puis enfin bon, etc. Mais en tout cas, responsabiliser les patients aussi. Ça, vous savez, c'est agir par la culpabilité
soit sur les patients. Personne ne va aux urgences pour se faire plaisir. On sait en plus qu'on va y passer des heures. Moi, j'y suis déjà allé avec mon gamin. Vous savez pas, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, mais il mange plus, il boit plus, vous vous dites, je vais y aller, je vais aller voir, je vais être rassuré. Vous savez que vous allez y passer des heures, donc vous y allez pas par plaisir. Parce que vous ne trouvez pas de médecin en ville aussi. Parce que c'est le week-end, par exemple, parce que c'est le soir, parce que, bon, voilà. Et ensuite, la culpabilité, là, que je vois pointer, sur les soignants, dont on dit, vous n'avez pas le droit de vous mettre en arrêt maladie. C'est-à-dire une culpabilité généralisée, je pense pas. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit, là aussi, des burn-out en série. Les infirmiers ne restent que 7 ans en moyenne dans les hôpitaux. Et ça veut dire qu'on les forme pendant 3 ans, ils y restent que 7 ans, tellement ils sont consumés rapidement par leur travail. Donc là, il faut saisir ce problème à bras le corps. Merci François Ruffin d'être venu nous voir ce matin, 8h54.